Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact sociétal. Ces consommateurs sont connectés et disposent d'outils digitaux au sein d'une distribution omnicanal. Ils attendent de plus une personnalisation maximale et une livraison rapide. Il faut alors réinventer en permanence une supply chain qui doit répondre à la fois à une réglementation environnementale de plus en plus forte et à des exigences des parties prenantes de plus en plus nombreuses, les ONG, la COP21, les salariés, etc. Pour illustrer ceci, regardons ensemble l'histoire de Manon. Manon recherche un cadeau d'anniversaire pour son petit frère sur son Fairphone en leasing. Elle personnalise un nounours qu'elle rêve de lui offrir le lendemain. Une fois sa commande passée, Manon reçoit un SMS la prévenant que l'usine de Tours lance son produit en fabrication. Pourquoi l'usine de Tours ? Car Manon est sensible à l'environnement et c'est cette usine qui génère le coût carbone le plus faible. L'usine est capable de répondre à cette demande grâce à une imprimante 3D. Elle ne met que 2 heures à fabriquer son produit, qu'elle assemble avec des éléments standards pour le personnaliser comme le souhaite Manon. Paul, le livreur à pied de l'entreprise solidaire La Tournée du Dernier Kilomètre, identifie avec le flashcode de la boutique du quartier le colis à livrer et l'adresse de Manon. Paul se lance alors dans sa tournée à pied, durant laquelle il livre notamment le cadeau du petit frère de Manon. Manon, grâce à son application de réalité augmentée, peut montrer le cadeau à tous ses amis. Manon est ravie, elle a reçu le cadeau qu'elle voulait pour son petit frère. Le projet d'ATL, c'était de se dire comment on peut se mettre en relation avec les entreprises pour récupérer les invendus et pouvoir les mettre à disposition des associations. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 130 entreprises qui sont donatrices pour 680 associations qui bénéficient de ces dons non alimentaires. Donc aujourd'hui, pour une entreprise qui donne à ADN, c'est diminuer les déchets, c'est diminuer ses coûts de stockage, c'est rentrer dans une démarche RSE, et c'est pouvoir fidéliser ses salariés parce que ça donne une image collaborative à l'entreprise. Une entreprise qui fabrique des éléments de domotique, et notamment des moteurs pour les rouleurs, les portes de garage que vous voudrez. Normalement, vous avez déjà trouvé qui c'est. Cette entreprise, elle a une distribution très classique. Un entrepôt central, des entrepôts par région, tout est sur stock. Voilà. Pourquoi ? Parce que ses clients, c'est tout simplement parfois des distributeurs et généralement des installateurs. Actuellement, elle est en train, comme beaucoup d'entreprises, mais là c'est particulièrement intéressant pour eux parce qu'ils veulent toucher ils veulent toucher vous, le consommateur, en direct. Et donc, elle est en train de développer ses canaux de distribution. Alors, elle va développer ses canaux de distribution d'une part vers les grandes surfaces spécialisées de bricolage. Là, ça ne se comporte pas du tout comme les industriels. Et puis, elle va développer ses canaux de distribution vers vous. Parce que vous ne le savez pas, mais vous pouvez sans doute déjà, et vous pourrez très bientôt, commander directement le moteur qui vous sera livré chez vous pour remplacer le moteur dans votre porte de garage. Ceux qui savent faire, moi je sais faire. Et la question qui est en train de se poser, elle est très simple, c'est est-ce que notre supply chain va tenir la route ? Est-ce que configurée comme elle est, optimisée comme elle est, parce que cette entreprise a, comme beaucoup d'entreprises, beaucoup pensé à l'optimisation de ses coûts de supply chain et de distribution, est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça ? Et la réponse est non. Tel quel, on ne pourra pas faire tout ça. Et donc la question à $100 000, c'est à partir de quel moment l'omnicanal, donc la création de ces nouveaux canaux, vont nous amener à être obligés de reconfigurer notre supply chain, et ce, peut-être plusieurs fois, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout jusqu'où aller. L'économie bleue, c'est la proposition de mettre en valeur toutes les ressources et surtout tout ce qui est disponible localement. Donc, on va penser beaucoup plus de ce qu'on intègre dans le modèle actuel.
Donc c'est comme l'économie circulaire, c'est de prendre les règles de la nature et les intégrer dans le modèle économique. Plus que juste une matière et le recycler, de vraiment mettre en place des écosystèmes. Pour pouvoir faire ça, la nature parle de symbiose. La symbiose, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, d'avoir une approche où il y a plusieurs activités. Dans un modèle économique, on parle de plusieurs sources de revenus sur une activité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on a toujours un peu de mal. Pour pouvoir réaliser ça, cet aspect plusieurs sources de revenus, cet aspect plusieurs disciplines, l'aspect d'ouverture, de collaboration est essentiel pour pouvoir développer ces solutions. Quand je suis venu, je ne savais pas où j'allais. Je ne connaissais pas le lieu, je ne savais pas ce que c'était ce lieu, mais j'avais confiance. J'ai pris mon smartphone, j'ai regardé l'adresse, j'ai regardé la RATP, puis ensuite j'ai fait confiance à Google, un peu comme vous, et vous êtes arrivé. Bon. Ok, ça a l'air vachement simple. Mais pour faire ça, encore fallait-il que je sois digitalisé, que j'ai le droit de le faire, que j'ai l'intention de venir et que j'ai l'autorisation de venir. Qu'en est-il dans nos entreprises? Que fait-on de ça dans nos entreprises? Et si on a ça dehors, est-ce qu'on l'a dedans, comme tu le disais? Est-ce qu'on mixe le dedans et le dehors? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça? Est-ce qu'on a l'autorisation de l'utiliser? Et donc, dans le fond, ce dont on parle ici, lié à la supply 21, c'est ce double phénomène. Si j'ai le digital et que je n'ai pas l'autorisation, ça ne sert à rien. Si j'ai l'autorisation et que je n'ai pas le digital, je n'ai pas l'information. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc il n'y a pas de supply 21 sans responsabilisation, il n'y a pas de supply 21 sans autonomie et entreprise libérée. Donc tout ça, ça va de pair. Voilà, c'est ça que je voulais éclairer très simplement. Alors qu'est-ce que c'est que les organisations libérées ou qu'est-ce que c'est que les organisations responsabilisantes? Finalement, c'est des organisations qui donnent les autorisations, qui travaillent sur des communautés plutôt que des individus. Et donc ces communautés ont un certain niveau d'autorisation. Et ce niveau d'autorisation, plus il est large, le plus l'entreprise est libérée. Mais pour ça, il faut que je sache pourquoi je travaille, il faut que je comprenne le sens de mon métier, il faut que je comprenne le sens de pourquoi je travaille. Si je n'ai pas le sens, si je n'ai pas les autorisations, si je n'ai pas le digital. Donc le principe, c'est qu'on pourra passer notre commande toute la journée et le commerçant mettra à disposition le soir, en fermant la boutique, dans les consignes automatisées, les colis que je récupérerai en rentrant du travail. Et ces consignes sont également pour le flux qui n'a pas vocation à être relocalisé, alimenté par des véhicules électriques de nuit pour le flux des colis e-commerce classiques. Donc cette économie de partage entre la grande distribution et puis les acteurs locaux. On a déployé il y a maintenant un peu plus de 2 ans une stratégie de développement durable qui voulait vraiment très équilibrer sur les 3 axes. Environnement, social, sociétal, c'était très important pour nous que tout le monde comprenne bien que le développement durable a un sens dans l'entreprise s'il y a vraiment cet équilibre entre environnement, social, sociétal qui sert l'économie de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre cette priorité-là en première priorité sociétale? Parce qu'il faut gérer nos risques. On ne fabrique pas, on n'a pas d'usine, c'est nos fournisseurs qui fabriquent pour nous. Donc si nos fournisseurs font des choses en matière environnementale, sociale, répréhensibles, font travailler les enfants, polluent, etc., c'est notre nom qui sera associé. Il y a aussi évidemment le risque de rupture de la chaîne d'approvisionnement. Si on ne travaille pas avec les bons fournisseurs, si on n'a pas suffisamment anticipé les problématiques, on peut avoir une rupture de cette chaîne. On veut travailler avec les fournisseurs mutualisants parce qu'on est persuadé qu'un fournisseur qui investit dans le développement durable, et là je pense au sens très large, santé et sécurité de ses collaborateurs, qualité de ses produits, etc., il nous fournira les meilleurs produits dans les meilleurs délais et on aura une meilleure maîtrise de notre chaîne de valeur. Donc ça c'est un élément important. Et puis saisir les opportunités, à partir du moment où on ne fabrique pas,
on est évidemment, toute la partie innovation matière, on est dépendant de nos fournisseurs. Donc si nos fournisseurs ont des innovations, on veut avoir la relation avec eux de confiance, qui viennent nous voir nous, plutôt qu'un concurrent, pour nous présenter ces innovations. Donc c'est vraiment important de couvrir tous ces aspects-là, et c'est notamment pour ça, même s'il y a aussi un engagement développement durable derrière, mais aussi très concrètement et de manière très pragmatique, c'est important de couvrir ces éléments-là. Le chemin est long, il faut transformer l'entreprise de l'intérieur, transformer les pratiques, faire évoluer la façon d'acheter. Un peu tout ce que je vous ai raconté, notamment le CRC, est lié à un arrière-plan doctrinal qui vient de la recherche académique, et notamment 3 chercheurs, dont un qui est français, qui s'appelle Eric Palot, que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, qui a travaillé sur le concept de l'Internet physique. L'Internet physique, c'est quoi? C'est de dire, finalement, la logistique, c'est un réseau, ça ressemble avec une grande proximité au réseau informatique. Et donc, il faut qu'on s'inspire de ce qu'ont fait les réseaux informatiques en créant l'interconnexion généralisée, en créant l'Internet, c'est-à-dire le réseau des réseaux, le protocole des protocoles, et bien il faut qu'on soit capable de faire la même chose en logistique, c'est-à-dire de faire passer facilement une marchandise d'un réseau à l'autre, sans couture et sans difficulté manifeste. Donc ça passe par des outils informatiques, ça passe par des nouveaux modèles d'affaires, ça passe aussi peut-être par une conteneurisation de la marchandise sur la logistique terrestre, un peu comme ce qui a été réalisé dans le maritime. L'arrivée du conteneur a fait exploser la productivité dans le transport maritime et donc a aussi servi à l'essor du commerce international. Ça, c'est l'Internet physique expliqué en 2-3 mots, sachant que l'Internet physique est désormais, d'une certaine façon, la vision officielle au niveau de l'Europe, dans la roadmap stratégique qui vise à financer un certain nombre d'infrastructures et de recherche, de travaux de recherche. Donc tous les fonds européens de R&D notamment doivent concourir à s'approcher au plus près d'une vision de type Internet physique, c'est-à-dire une vision mutualisation généralisée d'ici 2050. Pourquoi l'observatoire, j'ai expliqué tout à l'heure. Nous, on pense que c'est absolument indispensable de se projeter un petit peu dans l'avenir, d'avoir une vision un peu, un changement de paradigme qui va au-delà simplement des simples évolutions de process et des simples actions d'analyse de cycle de vie, des choses comme ça qu'on a fait depuis 10 ans. Là, on a vu tout un tas d'innovations et je pense que c'est important de les anticiper de manière large, à la fois sur le plan de tous les maillons de la supply chain, mais aussi en termes d'impact sur les 3 P qu'on a cités tout à l'heure. Donc pour ça, nous, on propose de fonctionner en trois parties. Une première partie où on voit ici toute une richesse à partager entre nous. Donc, et on pense que dans l'écosystème autour de ProConseil, il y a largement de quoi faire pour rassembler un certain nombre d'idées, les partager, et dans une approche plutôt de type, comme c'était tout à l'heure, d'open source, d'innovation open source, c'est-à-dire que plus on contribue, plus on reçoit en retour, et on ne calcule pas ce que l'on donne par rapport à ce que l'on va recevoir, puisqu'on sait que quand on est en innovation open source, 1 plus 1, ça fait 3. Ça fait pas 2, ça fait 3. Et ça marche mieux quand on partage que quand chaque expert reste cloisonné.